Vos places. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est au président Bernard Accoyer. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ce 14 mai, la Cour d'appel de Colmar a décidé de relaxer 54 faucheurs d'OGM poursuivis pour avoir détruit un essai scientifique en plein champ de pieds de vigne génétiquement modifiés. Ce qui est en cause, c'est une expérimentation conduite par un grand organisme public, l'INRA, sans vocation commerciale, dans le respect scrupuleux de toutes les procédures d'autorisation fixées par la loi. Cette décision a provoqué une profonde émotion au sein de toute la communauté scientifique. Dans le même temps, cette décision a été clairement perçue comme un encouragement par ceux qui se sont autoproclamés lanceurs d'alerte et qui ne sont en réalité que des faucheurs de science et des prédateurs de progrès. Ces individus porteurs d'une idéologie obscurantiste et antiscientifique alimentent toutes les peurs. Ils trouvent malheureusement souvent auprès de certains de nos collègues un soutien complaisant et inconséquent. Madame la ministre, après cet arrêt, la protection juridique des installations de recherche dédiées à l'expérimentation dans des conditions encadrées n'est plus assurée. Les règles démocratiques ne sont plus respectées et le service public de la recherche est menacé. Ma question est simple. Que va faire le gouvernement pour maintenir une expertise publique indépendante, conduite au nom de l'intérêt général, alors que la recherche agronomique française est gravement sinistrée par les actions violentes et répétées de M. Beauvais comme de ses complices et délinquants faucheurs volontaires? Merci, Monsieur Accoyer. La parole est à Madame Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et je vous demande aux uns et aux autres de faire un peu moins de bruit. Il y a trop de murmures dans l'hémicycle et on a du mal à entendre les questions et les réponses. Monsieur le Président, Monsieur le député Bernard Accoyer, je vous remercie de cette question qui effectivement a suscité un émoi parmi la communauté de chercheurs. Pourquoi? Parce que la loi sur les OGM de 2008 prévoit que la recherche en plein champ, lorsqu'elle est encadrée, autorisée, doit être possible. Pour pouvoir, ne serait-ce que pour pouvoir identifier les risques et ensuite pouvoir maîtriser les risques qui ont été ainsi identifiés et qui ne peuvent pas être identifiés lorsque les recherches sont faites uniquement en milieu confiné. Voilà pourquoi la décision qui a été prise en appel par le tribunal de Colmar la semaine dernière a effectivement suscité un émoi, à tel point que le procureur général s'est pourvoyé en appel. Ça n'est pas le rôle du gouvernement, c'est le rôle du procureur général qui a pris ses responsabilités. Il se trouve que ce jour-là, j'étais en réunion avec les présidents et les directeurs d'organismes de recherche. Et effectivement, leur demande, c'est tout simplement que lorsque la loi autorise des recherches de façon encadrée, que les autorisations ont été données, non seulement en s'appuyant sur une argumentation scientifique, mais également sur une argumentation éthique, puisque l'Agence des biotechnologies, comme vous le savez, le Haut Conseil des biotechnologies, comporte aussi une commission d'éthique. Lorsque les autorisations ont été données, il est important, effectivement, dans un esprit de progrès de la science et aussi dans un esprit de maîtrise des risques, que ces recherches puissent être menées en toute sécurité par les chercheurs. Sinon, nous risquons de décourager la recherche, donc la maîtrise des risques dans ces domaines. Et c'est bien là le risque qu'il nous faut combattre et que le gouvernement veut combattre. Et c'est pourquoi j'ai dit que j'étais solidaire de l'appel lancé par les chercheurs. Merci, Madame. La parole est à Monsieur Christophe Prémat. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Monsieur le secrétaire d'État, l'Europe que nous avons construite, au sein de laquelle notre voix est aujourd'hui plus que jamais importante, nous a permis, depuis ces 2 dernières années, de réaliser des grands projets. Sur le plan de l'emploi, grâce à la réactivation des relations franco-allemandes, nous bénéficions de 600 millions d'euros d'apport de l'Union européenne pour la garantie jeunesse. Ce programme qui permet à tous les jeunes de moins de 25 ans en difficulté d'accéder à un apprentissage, à un stage ou à une formation continue.
toujours pour préserver l'emploi, alors que la concurrence déloyale et le dumping social ont affaibli beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur du BTP, nous avons imposé des outils de sanction contre ceux qui embauchent illégalement des salariés étrangers à bas prix. Mais l'Europe, ne l'oublions pas, c'est surtout une chance qui est offerte à chaque jeune d'aller vivre, étudier et travailler à l'étranger. L'Union européenne, c'est aussi l'union bancaire, ce processus qui permet de mettre à l'abri l'épargne de tous les Français en cas de faillite d'une banque en créant un fonds de garantie. L'Europe, c'est aussi des instances qui protègent la vie privée des citoyens sur Internet. Enfin, nous devons être fiers du combat politique qui a permis de sauver l'aide alimentaire destinée aux associations qui s'occupent des Français les plus démunis. Certains aujourd'hui doutent de l'Europe. En tant que député des Français de l'étranger résidant en Grande-Bretagne, en Irlande et en Europe du Nord, je tiens à réaffirmer ici que c'est l'Union européenne qui nous rend plus forts dans les échanges internationaux. Nous avons des projets à réaliser dans les domaines de l'industrie, de la recherche, de l'énergie. Monsieur le secrétaire d'État, quel est le bilan que nous pouvons faire aujourd'hui de l'action européenne et des grands projets en cours? Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Primat, les élections du 25 mai sont un rendez-vous décisif pour l'Europe et pour la France. Et il faut donc appeler à la mobilisation la plus forte des Français, parce que l'Europe, c'est tout d'abord un héritage précieux, celui des pères fondateurs, celui de la paix. Dans quelques semaines, nous allons commémorer ensemble à la fois le centenaire du début de la Grande Guerre, le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Nous voyons aux frontières même de l'Union européenne les troubles qui se développent. Nous ne pouvons pas laisser dilapider cet acquis fondamental et précieux, celui de la paix. Mais il faut aussi la mobilisation la plus forte parce que l'Europe, aujourd'hui, c'est l'échelon indispensable pour que nos nations puissent agir ensemble dans la mondialisation et pour défendre en particulier cette priorité que le Président de la République et ce gouvernement ont défendue depuis 2 ans au plan européen, la réorientation vers la croissance et vers l'emploi. Depuis 2 ans, c'est cela le sens de l'action qui a été menée. L'euro a été sauvé, l'union bancaire a été adoptée. La lutte contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux ont été renforcés. Il y a trop de rumeurs. La taxe sur les transactions financières a été décidée. Le budget de la politique agricole commune a été préservé. Le budget Erasmus a été renforcé. Les capacités de la Banque européenne d'investissement ont été accrues. Non. Et comme vous l'avez dit, monsieur le député, la garantie jeunesse a été dotée d'un fonds de 6 milliards d'euros pour permettre de lutter contre le chômage des jeunes. C'est évidemment dans ce sens qu'il faut poursuivre pour construire demain une Europe des investissements dans les domaines d'avenir, les transports, le numérique, l'énergie, construire l'Europe de la sécurité énergétique et des énergies renouvelables. Il nous faut renforcer la zone euro, lutter contre le dumping social et fiscal. Il nous faut défendre le modèle social et environnemental dans la mondialisation et dans nos accords de commerce. Et il nous faut construire l'Europe de la défense. Voilà le choix que nous défendrons et que nous appelons les Français à défendre lors du vote du 25 mai. Merci. Bon, mes chers collègues, je vous rappelle les uns et les autres à une modération dans le niveau sonore. Je pense que pour ceux qui posent les questions comme pour ceux qui répondent, c'est un moment extrêmement difficile et je ne vous parle pas de ce que doivent être ces moments pour les téléspectateurs. Donc, si vous avez des échanges à avoir, vous les avez à l'extérieur et on essaye d'avoir une conduite plus acceptable avec ce genre de débat. La parole est à Monsieur Jacques Moignard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Samedi dernier, 17 mai, 8 morts et 25 blessés du côté des forces armées maliennes et 28 morts et 62 blessés du côté du mouvement national de la libération de l'Azawad, plus communément appelé MNLA. On fait ressurgir à Kidal les craintes d'un retour de la guerre au Mali. Face à un besoin d'aide indispensable, la France, par son intervention militaire Serval, à favoriser la sécurité dans le pays. Mais sans une aide au développement, pas de paix durable. C'est en ce sens qu'une conférence internationale intitulée « Ensemble pour le renouveau du Mali » s'est tenue le 15 mai 2013 à Bruxelles. Co-présidée par le président de la République française François Hollande, le président de la Commission européenne Manuel Barroso et le président par intérim du Mali Ibrahim Boubacar Keïta, elle affichait avec près de 3 milliards d'euros de promesses d'aide, des participations encourageantes pour 2 ans.
Plus que jamais, le pays doit se reconstruire et parvenir à une réconciliation nationale dans un État démocratique. 2 réunions en novembre 2013 et en février 2014 ont assuré le suivi du plan de relance durable du Mali. Madame la ministre, vous étiez il y a quelques jours, le 15 mai exactement, date anniversaire de la conférence, en déplacement à Bamako, aux côtés de M. Andris Pebal, commissaire européen en charge du développement. Avec les autorités maliennes, vous avez amorcé une évaluation des résultats déjà obtenus. Pouvez-vous donc nous informer des progrès réalisés un an, jour pour jour, tant sur les engagements des bailleurs, du gouvernement malien, que de la contribution française à la relance économique et au développement du Mali? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Moignard, je vous remercie de votre question. La sécurité et le rétablissement de la paix sont les priorités du gouvernement français au Mali, mais également dans tout le Sahel. Nous condamnons fermement les violences survenues samedi à Kidal, mais également encore ce matin. Vous avez raison, Monsieur le député, la sécurité s'accompagne d'un développement. Il y a un an, 55 bailleurs internationaux s'engageaient à mobiliser 3,3 milliards d'euros au bénéfice du développement au Mali. Un an après, j'ai voulu me rendre sur place pour m'assurer du versement effectif de ces aides et de vérifier la concrétisation des projets sur place. À ce jour, près de 3/4 des promesses d'aide internationale ont été engagées. L'apport de la France est majeur. 200 millions promis sur 280 millions ont déjà été engagés. Je parle bien sûr de l'aide bilatérale, car la France est également mobilisée aux côtés de l'Europe et de ses partenaires internationaux. Derrière ces chiffres, il y a des réalités. À Goundam, dans le nord du Mali, j'ai assisté au lancement ou au redémarrage du grand projet de route financé par l'Union européenne et donc à 20% également par la France. Et puis, à Tombouctou, j'ai vu des riziculteurs que nous aidons, nous la France, à les aider à apporter une sécurité alimentaire dans le Nord. Il y a enfin la transparence de l'aide et c'est important. La France a mis en ligne un site internet permettant à tout citoyen de suivre l'aide que nous mettons au profit du Mali. Et lundi, à Bruxelles, mes homologues nous ont largement félicités. Plus que jamais, la France est aux côtés du Mali pour le développement économique, pour le développement humain, pour la réconciliation. Mais le redressement d'un pays se fera avec les Maliens et avec les Maliennes. Ils peuvent compter sur notre solidarité. Nous comptons sur leur motivation. Merci, Madame. La parole est à Monsieur Bruno Nestor Azero. Merci, Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement est actuellement engagé dans une réforme territoriale structurelle d'envergure. Cette réforme est nécessaire. Et nous soutenons d'autant plus l'esprit de celle-ci qu'outre-mer, en Martinique et en Guyane, nous l'avons devancé et que le peuple s'est prononcé par des consultations populaires dès 2010. Si nous soutenons donc l'esprit de cette réforme territoriale, nous nous interrogeons sur ses répercussions indirectes sur l'outre-mer et notamment sur le calendrier de mise en place des collectivités uniques de Martinique et de Guyane où les élections sont programmées pour le premier trimestre de l'année prochaine 2015. Je rappelle que les électeurs se sont prononcés dans ces départements pour une réunion des départements et des régions en collectivité territoriale unique en janvier 2010. Les élections devaient à ce titre avoir lieu immédiatement. Le président Nicolas Sarkozy, après avoir évoqué un premier report à 2012, a fait reporter celle-ci à mars 2014 par la loi du 27 juillet 2011, puis à 2015 en vertu de l'article 45 de la loi du 17 mai 2013. Les élections ont donc été reportées pour les électeurs par 3 fois. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, un quatrième report d'1 an intervienne. D'où une certaine attente désormais dans l'esprit de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, si nous approuvons donc totalement cette volonté de réforme, nos concitoyens de Martinique et de Guyane doivent avoir une réponse claire sur le calendrier électoral des futures collectivités uniques à mettre en place en Martinique et en Guyane. Pouvez-vous les satisfaire aujourd'hui? Merci. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre chargée des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Nestor Azero, vous interrogez le gouvernement sur les conséquences pour les Outre-mer
notamment la Guyane et la Martinique, du projet de réforme territoriale en cours, réforme que vous approuvez. Comme vous l'avez très bien souligné, les Guyanais et les Martiniquais ont souhaité dès 2010 un changement de leurs institutions. Et nous pouvons penser qu'effectivement, la création de collectivités uniques réunissant les compétences des régions et des départements semble une sorte de préfiguration de ce qui pourrait être envisagé dans l'Hexagone. Le gouvernement respecte naturellement les choix des électeurs de chacune des collectivités d'outre-mer. À l'heure où le président de la République achève ses consultations, il est naturellement prématuré d'indiquer quel sera le nouveau cadre institutionnel de droit commun applicable dans l'Hexagone ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer. Il va de soi que lorsque le cadre sera défini, les consultations les plus larges seront menées avec les collectivités ultramarines, qu'elles aient fait le choix d'une collectivité unique ou du maintien dans le cadre habituel. Cette volonté de dialogue et de consultation s'applique bien entendu aussi à la question de la date de la consultation. Il est clair, monsieur le député, que s'il est décidé de modifier le calendrier national, dès lors qu'il y a un motif d'intérêt général à le faire, les élus de l'outre-mer seront consultés sur toute éventuelle modification de la date des élections et bien entendu, vous serez parmi ceux-là consultés évidemment. Merci madame. La parole est à madame Brigitte Allain. Monsieur le Premier ministre, voilà plusieurs mois que les députés écologistes, nationaux et européens, vous demandent d'arrêter les négociations avec les États-Unis qui visent à débrider les échanges transatlantiques. En effet, engager l'Europe dans un processus affaiblirait les règlements nationaux et européens. Elle préserve pourtant la qualité de notre environnement, notre santé, la protection des travailleurs, des consommateurs et des données. Ce ne sont ni les réponses de grande vigilance du ministre de l'Agriculture en juillet dernier à la question posée par mon collègue Paul Molac, ni l'évacuation de ces sujets par la secrétaire d'État au commerce extérieur hier, qui soit de nature à nous rassurer. Votre vigilance ne sera plus utile lorsqu'un tribunal privé aura donné raison à Monsanto qui, sous couvert de recherche, veut nous imposer ces OGM qu'on ne peut encadrer. Comment empêcherez-vous l'exploitation des gaz de schiste, l'importation du bœuf aux hormones ou de poulet à la dioxine? Votre transparence promise dans les comptes rendus de vos négociations ne nous permet pas d'en évaluer leur teneur. Enfin, l'expression démocratique du peuple ne peut se résumer à un simple vote bloqué du Parlement. Les écologistes proposent la mise en place d'un partenariat alternatif pour des droits humains et pour la paix. Ils renforcent la coopération dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre le dumping social, environnemental et fiscal. Mesdames et messieurs, chaque jour, on nous le dit, les Français boudent l'Europe qu'on leur propose. Ils veulent l'Europe de la démocratie, de la solidarité entre les peuples, celle de la synergie des régions et des cultures. Les écologistes proposent un projet global pour un développement durable des territoires. Monsieur le Premier ministre, est-ce à ce projet d'une Europe supermarché géant et au seul profit des spéculateurs que vous encouragez? Dans ce jeu du commerce exacerbé, où les humains ne sont jamais assez compétitifs, croyez-vous vraiment donner envie d'Europe? La parole est à madame Fleur Pellerin, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur. Que l'on écoute dans un plus grand silence, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Merci de me poser cette question qui me permet à l'occasion de vous remercier, de remercier le groupe EELV d'avoir voté en commission la proposition de résolution telle que modifiée par le groupe socialiste et qui prévoit d'ailleurs de continuer les négociations, mais avec des points de vigilance que vous avez eu raison de souligner. Donc je voudrais rappeler un certain nombre de choses que j'ai rappelées hier. Vous avez eu raison de souligner qu'il y a un certain nombre de lignes rouges qui ne seront pas franchies et je veux vous le redire ici. Tout ce qui concerne les préférences collectives, c'est-à-dire le fait que nous n'accepterons pas que dans le cadre de ce traité puisse être négociée l'arrivée dans vos assiettes d'OGM, de poulets désinfectés au chlore, de légumes ou de produits clonés. Tout cela
Nous l'avons bien défendu dans le cadre de la discussion du mandat de négociation et c'est une ligne rouge qui ne sera pas, je vous le dis ici devant la représentation nationale, qui ne sera pas franchie. S'agissant de la transparence, j'ai indiqué hier ma disponibilité à venir devant les différentes commissions de l'Assemblée et du Sénat intéressées par les négociations et de le faire à chaque fois que se produira un cycle de négociation comme c'est le cas actuellement. Je serai donc devant vous à la mi-juin, mais à nouveau à chaque fois qu'il y aura un cycle de négociation pour vous rendre compte de manière très précise et très sincère de ces négociations. Et puis, vous parlez du règlement des différends. Je voudrais revenir un petit peu sur ce sujet. Sachez, Madame la députée, que la France était plutôt opposée au principe d'introduire ce mécanisme, que c'est d'ailleurs à l'initiative de la France que la Commission a suspendu les négociations sur ce point et qu'il y a actuellement une consultation menée par la Commission qui se terminera fin juillet et qui devrait être prise en compte par la Commission. Mais qu'en tout cas, le gouvernement de Manuel Valls sera très vigilant à ce que ce mécanisme ne soit pas le cheval de Troie pour appliquer à l'Europe et aux acteurs européens une législation américaine qui ne serait pas conforme à nos intérêts. Merci, madame. La parole est à monsieur Patrice Verchères. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, le 13 novembre 2013, j'interpellais votre prédécesseur concernant sa réforme des rythmes scolaires dont vous avez à assumer le lourd héritage. Je le mettais notamment en garde contre une fronde des élus municipaux. Eh bien, nous y sommes. Dans de nombreux départements comme celui du Rhône, la contestation s'amplifie. Cette contestation va d'ailleurs bien au-delà des clivages partisans. Pas plus tard qu'hier, ce sont vos amis de l'agglomération de Montpellier qui ont dit non au nouveau rythme scolaire. Monsieur le ministre, vous le savez, la mobilisation des élus locaux ne faiblira pas tant que leurs craintes ne seront pas levées. Celle-ci porte d'abord, à l'heure de la baisse des dotations, sur la question financière. En effet, le fonds d'amorçage destiné à aider les communes n'est programmé que pour les 2 prochaines années et encore sous certaines conditions. Or, la réforme ne peut s'appliquer sans une garantie pérenne de la compensation financière liée à son coût réel. Si votre décret laisse plus de liberté aux communes pour organiser ces nouveaux temps scolaires, il ne s'agit là que d'expérimentation. Monsieur le ministre, les maires ont besoin de plus de visibilité quant à la durée de ces expérimentations. Quelle garantie ont-ils qu'on ne leur imposera finalement pas un autre rythme scolaire? Vous introduisez également la possibilité d'adapter l'organisation du temps scolaire sur l'ensemble de l'année. Il sera donc possible d'alléger la semaine d'école en réduisant les vacances scolaires. Monsieur le ministre, alors que vous pliez devant les contestations insensées des syndicats d'enseignants en annulant leur rentrée au mois d'août et en leur rallongeant leurs vacances, vous voulez laisser aux maires le soin de gérer ce que vous n'êtes pas capable d'obtenir. Monsieur le ministre, ne faites pas comme votre prédécesseur en restant sourd aux inquiétudes des maires et des parents. Votre décret, au lieu de lever toute ambiguïté, entretient finalement un certain flou. Monsieur le ministre, au nom des maires, et particulièrement ceux des communes rurales qui ont bien des difficultés à se faire entendre, nous vous demandons de retirer votre projet ou au moins de laisser aux élus locaux la liberté de l'appliquer. Merci. La parole est à monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrice Verchères. D'abord, je voudrais vous remercier pour la modération de votre question. Elle l'était sur le fond, puisqu'elle reconnaît des améliorations qui ont été apportées à cette réforme pour tenir compte des difficultés opérationnelles que le gouvernement n'a pas voulu nier sur le terrain de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Cela étant dit, je vais vous apporter une réponse qui doit permettre de clarifier une situation. Il est dans les prérogatives de l'État de fixer l'organisation du temps scolaire et dans les seules prérogatives de l'État de le faire. Et il est dans les prérogatives des collectivités d'organiser le temps périscolaire en lien avec un EPCI ou pas. Et c'est pour ça que cette réforme laisse facultative la possibilité ou pas pour les communes d'organiser le temps périscolaire. Cependant, je le rappelle, l'État, lui, donne 50 € par élève des écoles primaires pour organiser le temps périscolaire. Et lors de la prochaine rentrée, pour celles et ceux des maires qui ne voudraient pas organiser de temps périscolaire et le revendiquent, ils devront expliquer aux parents d'élèves des 5 850 000 enfants de ce pays ce qu'ils font des 50 € par enfant. Je le dis pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas nous reprocher de laisser facultative l'organisation du temps périscolaire et nous reprocher en même temps de prendre nos responsabilités. Je répète pourquoi cette réforme a été faite et pourquoi bon nombre d'élus, de droite comme de gauche, et je les salue dans le travail qu'ils font, ont compris
que l'intérêt supérieur des enfants, c'était d'adapter les rythmes d'apprentissage au rythme biologique. Et parce que l'intérêt supérieur de l'enfant est celui-là, contrairement à ce que vous dites, dans toutes les académies, une immense majorité de maires de votre camp n'a pas répondu à la consigne du Bureau national de votre parti qui leur demandait de résister. Et je les en remercie aujourd'hui officiellement. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, chers collègues, nous avons appris il y a quelque temps le chiffre de la croissance sur le premier trimestre de cette année. C'est un chiffre qui nous inquiète, nous en tout cas députés du groupe UDI. Il nous inquiète pour ce qu'il représente, mais aussi pour d'autres chiffres qu'on n'a peut-être pas assez vus et qui s'agrègent autour de ce chiffre de 0%. Deux autres chiffres. Le premier, c'est celui sur la dégradation continue des parts de marché de l'économie française par rapport à la zone euro. On a là un chiffre extrêmement important à deux titres. D'abord parce que c'est un chiffre qui annonce finalement la détérioration de notre économie et de nos performances économiques dans notre territoire de prédilection pour nos exportations, qu'est la zone euro. D'autant plus important que dans le programme de stabilité qui nous a été proposé, la bonne tenue et la performance des exportations étaient un pilier qui avait été mis en avant dans le discours du Premier ministre. Le deuxième chiffre qui nous paraît extrêmement préoccupant et qui se combine également avec les 0%, c'est le chiffre sur la destruction d'emplois au cours de ce premier trimestre. Moins 23 000 emplois, c'est un chiffre inégalé. Et on revient au niveau d'emploi marchand de 2005. Donc la question est la suivante. Le pacte de stabilité a été construit sur un certain nombre de piliers. Le pilier de la masse salariale qui doit se reconstituer, le pilier des performances de nos exportations, en particulier dans la zone euro, et on voit que ces 0%, plus la dégradation, la fragilité de ces deux piliers, ce pilier commercial et ce pilier sur l'emploi, rend fragile l'ensemble de l'édifice du pacte de stabilité. Donc notre question est la suivante, c'est est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un pacte de stabilité qui est actualisable? Est-ce qu'il a encore un sens? Est-ce qu'il a même un avenir avant d'avoir démarré? On doute de la pérennité et du sens de ce pacte. Est-ce qu'il y a une solution alternative? Merci. La parole est à pallier... Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Fromentin, merci pour cette question qui est parfaitement légitime, qui porte sur les chiffres de la croissance au premier trimestre de cette année. Nous connaissons aussi les chiffres de la croissance dans la zone euro et pourraient être meilleurs. Nous connaissons aussi l'environnement global. Au fond, un seul pays se porte bien aujourd'hui en Europe, c'est l'Allemagne, et c'est de cela dont nous devons nous inspirer les uns et les autres. Ce chiffre de croissance au premier trimestre, les observateurs, vous en faites partie, vous êtes un bon spécialiste, s'attendaient à un plus 0,1. Nous avons la stabilité. Ça n'est pas suffisant, mais vous voyez bien que la différence entre les deux n'est pas la différence entre l'enfer et le paradis. Par contre, il est évident, comme vous, que nous devons considérer ces chiffres comme insuffisants. Insuffisants d'abord en termes de croissance française, de réaction de notre économie propre, de notre économie nationale. C'est le sens même du pacte de responsabilité. Il faut plus de compétitivité dans nos entreprises. Il faut plus de capacité d'investissement, plus de capacité d'innovation, plus de capacité donc d'exportation en se battant soit au niveau européen, soit au niveau mondial pour mieux vendre les produits qui sont les nôtres et à partir de là, recréer de l'emploi. Vous avez raison de souligner qu'au premier trimestre, des emplois ont été détruits alors qu'au dernier trimestre de l'année dernière, des emplois à peu près en nombre comparable avaient été créés. Le deuxième niveau, et je pense que vous partagerez aussi cette opinion, c'est le niveau européen global. L'Europe d'aujourd'hui, l'Europe de demain, ça doit être l'Europe de la croissance. C'est un des enjeux du débat, de ce débat qui se déroule devant l'ensemble des Français. Quelle politique de croissance voulons-nous porter en Europe? Avec une monnaie, notre euro, qui soit mieux adaptée aux besoins de notre économie européenne, avec des politiques de croissance, des politiques industrielles, des politiques de recherche au niveau européen, qui portent la croissance européenne et qui portent la croissance française. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Vittel. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, le 30 avril dernier, le chef d'état-major de nos armées, le général Pierre de Villiers, déclarait devant la Commission de la Défense « Toute entorse
à la loi de programmation militaire remettrait en cause l'économie de la LPM tout entière. La question est maintenant celle de son respect. Le 15 mai, Monsieur le Premier ministre déclarait que la loi définissant les crédits de défense jusqu'en 2019 restait d'actualité, tout en admettant qu'il pouvait y avoir, ici ou là, des ajustements. Il est hors de question pour nous d'accepter de nouvelles amputations budgétaires touchant directement nos capacités opérationnelles et nos capacités industrielles. Les ministres des Finances et de la Défense, interrogés dans cet hémicycle, n'ayant donné à ce jour aucune précision chiffrée des réductions de crédits que vous envisagez, l'inquiétude et j'oserais même dire la colère a gagné nos armées, le malaise atteignant même les 3 chefs d'état-major de nos forces. Il est évoqué pour 2014 un rabotage de 300 à 350 millions d'euros, se rajoutant à celui de 600 millions réalisé l'an dernier et qu'on nous avait promis de récupérer à hauteur de 500 millions cette année. Au total, ce sont donc 850 millions d'euros qui pourraient manquer à l'appel. Le financement des opérations extérieures, pour lesquelles seulement 450 millions sont inscrits cette année, dans la LPM devrait atteindre au moins le double du fait de notre engagement de haute intensité au Mali et en RCA. Un report de charges, c'est-à-dire la dette du ministère vis-à-vis de ses fournisseurs, atteindrait 3,5 milliards d'euros, ce qui amènerait inexorablement, s'il manquait encore des centaines de millions, à la cessation de paiement. Par ailleurs, la réussite de la LPM reposait sur plus de 6 milliards d'euros de recettes exceptionnelles qui semblent devenir chaque jour de plus en plus aléatoires. Alors, Monsieur le ministre, soyez franc et sincère dans votre réponse. De combien envisagez-vous d'amputer les crédits de défense pour 2014 qui ont été initialement programmés et votés par le Parlement? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Châtel, je vous remercie. Philippe Vittel, pardon. Vittel. Je vous remercie de votre question. Je voudrais vous rassurer, personne ne minimise en ce moment l'importance du sujet que vous posez pour nos armées. Tout le monde au gouvernement est conscient du fait que le budget de la défense n'est pas un budget comme les autres, car il touche à notre souveraineté. Je reviens de Centrafrique, où j'ai pu une nouvelle fois constater le dévouement et le professionnalisme impeccable de nos forces, de nos soldats qui sont aussi très attentifs à ce débat sur la loi de programmation militaire. Je voudrais vous rappeler, mais vous l'avez dit vous-même, que le Premier ministre et le ministre des Finances ont indiqué publiquement que la loi de programmation militaire demeurait inchangée. Et je tiens à cet égard à remercier le Parlement et vous-même, Monsieur le député Philippe Vittel, du travail qui a été effectué pour la préparation de cette loi votée il y a maintenant 5 mois. Vous êtes bien placé pour savoir que c'est une loi particulièrement équilibrée. Elle associe la préservation très rigoureuse de nos intérêts de défense et de sécurité. Elle permet à la France d'avoir une défense capable d'assurer ces 3 missions que sont la dissuasion, la protection et l'intervention extérieure, mais dans le même temps, elle contribue au redressement de nos comptes publics de manière significative, à la fois par des suppressions d'emplois, par une réduction de la masse salariale et par une contrainte sur les équipements, à peu près de 14 milliards d'euros par rapport au livre blanc précédent. C'est dans ce cadre qui a été rappelé par le Premier ministre que nous préparons le programme triennal avec la nécessité de préserver nos industries de défense et les investissements qui en découlent. Et c'est pour ma part dans ce cadre, et je le redis clairement, que la je parole est prépare à Monsieur Jean-Claude Fruteau. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, depuis 1968, le marché européen du sucre fait l'objet d'une organisation très précise, l'OCM Sucre. Réformée à plusieurs reprises, elle a permis le développement de la filière canne, sucre, rhum, bagasse dans les départements d'outre-mer. Aujourd'hui, celle-ci produit plus de 260 000 tonnes de sucre et représente à La Réunion 18 300 emplois directs et indirects, soit plus de 13% des emplois du secteur privé. Rapporté à l'échelle hexagonale, ce serait plus de 4 millions d'emplois directs et indirects. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, planteurs de canne et industriels, sont inquiets.
La fin programmée des quotas de sucre en octobre 2017 constitue une sérieuse menace pour la survie de la filière et la pérennité de son modèle social. En effet, la libéralisation du marché européen du sucre entraînera à très court terme la baisse des cours mondiaux et conduira à une intensification de la concurrence. En outre, la Commission européenne négocie des accords de libre-échange avec de nombreux pays producteurs de sucre roux. Ces accords, à l'image de ceux qui ont été signés en 2012 avec la Colombie et le Pérou, constituent également un risque majeur pour le marché de niche des sucres spéciaux des départements d'outre-mer. Les producteurs ultramarins ne disposent pas des mêmes armes. Nos territoires ont des handicaps propres à leur situation de région ultrapériphérique et doivent respecter des normes de production plus strictes. Avec de telles distorsions, le combat est inégal. Aussi, considérant que l'Europe constitue le principal débouché de la production des DOM, le gouvernement entend-il intervenir auprès de la Commission européenne pour que le sucre roux soit exclu des libéralisations accordées dans les négociations internationales en cours et à venir? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, cher Jean-Claude Fruteau, effectivement, vous posez une question importante puisqu'il s'agit de la fin des quotas sucriers à compter de 2017 et de ses conséquences sur l'agriculture des départements d'outre-mer, question que nous devons anticiper collectivement. La délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, que vous présidez, a rendu un rapport de grande qualité sur cette question et vous l'avez présenté hier au Premier ministre en lui exposant les difficultés qui seraient ainsi posées. En effet, ce sont environ 20 000 personnes qui sont affectées par cette filière et elle est donc essentielle à l'équilibre économique des Outre-mer et de la Réunion en particulier. Lorsque vous avez parlé de cela, vous avez souligné les fortes attentes, non seulement des producteurs et des industriels, mais aussi de tous nos compatriotes réunionnais. Vous avez formulé des pistes de travail tout à fait intéressantes que nous allons expertiser. Mais d'ores et déjà aujourd'hui, devant la représentation nationale, je tiens à vous redire l'engagement de l'État à accompagner la filière dans les années à venir. D'ores et déjà aussi, nous avons pu prendre une décision qui rejoint l'une de vos principales propositions. C'est-à-dire que le gouvernement demandera à la Commission européenne l'exclusion du sucre roux de canne des prochains mandats de négociation pour les accords de libre-échange avec les pays ACP, dans la mesure où effectivement ces négociations peuvent déstabiliser une filière exposée à une forte pression concurrentielle. Vous le voyez, nous sommes déterminés à nous battre pour le développement économique des Outre-mer, conformément aux engagements du Président de la République. Merci, Madame. La parole est à Madame Dominique Nachery. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi. Pas un jour sans que plusieurs centaines de personnes ne perdent leur emploi. Pas un jour sans que des emplois ne soient détruits. 23 600 emplois exactement l'ont été au premier trimestre, d'après l'INSEE. Pas un jour sans que des employeurs familiaux ne renoncent à avoir recours au service à la personne ou ne réduisent le nombre d'heures ou d'heures déclarées. 16 500 emplois équivalents temps plein ont ainsi été perdus dans ce secteur en 2013. Nous le savons tous, ce secteur des services à la personne est pourvoyeur d'emplois non délocalisables. Nous le savons tous, ces emplois sont autant d'opportunités pour les 1 300 000 femmes et hommes ayant parfois peu de qualifications, mais beaucoup de bonne volonté et qui veulent travailler. Vous le savez, nous avions réussi, grâce à plusieurs plans ambitieux depuis 2002, à faire baisser significativement le recours au travail au noir dans ce secteur. Aujourd'hui, vous devez vous rendre à l'évidence. Des emplois sont perdus dans ce secteur et le nombre d'heures déclarées a diminué de près de 8%. Alors, Monsieur le ministre, ouvrez les yeux sur la réalité vécue par nos concitoyens. Reviendrez-vous sur vos mesures fiscales pénalisant les familles, les personnes âgées et en général les classes moyennes? Et quand cesserez-vous de répondre avec légèreté
à ces questions importantes et même angoissantes pour bon nombre de nos concitoyens, employés ou employeurs. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Allez, allez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame la députée, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir posé cette question avec une certaine solennité. Car derrière les chiffres que vous présentez, il s'agit en réalité, vous le savez, de situations de personnes, de femmes et d'hommes qui sont à la recherche d'emploi. Je ne voudrais pas ici polémiquer et je ne réponds jamais de manière légère sur ces sujets. Ils sont trop importants pour la société. Et allez, vous pouvez toujours crier, ça ne changera rien au résultat. Je voudrais vous dire, Madame, tout à fait sérieusement, que puisque vous avez étudié le problème, vous savez très bien que les premières mesures qui ont porté atteinte aux emplois à domicile ont été prises en 2012, et en 2012 par le gouvernement précédent. Et si je vous dis cela, c'est parce que l'étude de la DARES, qui a été publiée dernièrement, montre très clairement qu'en 2013, certes, mais également en 2012, les effets qui ont eu lieu étaient faits suite à des décisions fiscales que vous avez prises et que nous avons prises. Et donc, sur ce sujet, vous ne pouvez pas ici dresser un constat qui serait un constat contre ce gouvernement. Je voudrais également vous dire, Madame la députée, si on y réfléchit bien, qu'on peut toujours porter des situations difficiles. Mais à cet instant, peut-être entendrez-vous le message que je veux vous adresser. Et le message que je veux vous adresser est le suivant. Savez-vous que l'emploi en France progresse? Il y a de plus en plus de salariés dans notre pays. Et c'est cela, je crois, qui devrait nous rassembler les uns et les autres. Merci. Merci. La parole est à Madame Sandrine Mazetier. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Madame la Secrétaire d'État, dans cette semaine d'initiative parlementaire, le groupe socialiste républicain et citoyen a déposé 2 propositions de loi pour répondre à des préoccupations quotidiennes et très concrètes de nos concitoyens. La première porte sur l'inspection du travail, la deuxième sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant. Que proposons-nous? Quelques mesures de bon sens qui visent à soutenir la parentalité, même en cas de séparation des parents, à apaiser des conflits familiaux et surtout à éviter que l'enfant ne soit ignoré ou pire, instrumentalisé. Nous proposons ainsi d'affirmer et de clarifier l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de reconnaître une place familiale aux beaux-parents sans qu'ils se substituent aux parents, de développer la médiation familiale qui permet de faire formuler des solutions aux membres d'une famille en rupture. Nous proposons de mieux entendre les enfants dans les procédures qui les concernent. Ces propositions sont-elles révolutionnaires? Non, bien sûr. Totalitaires? Pas plus. Sont-elles légitimes? Évidemment oui. Nous ne sommes pas comme certains tartuffes de l'opposition qui détournent le regard de ces très nombreux adolescents qui ne voient plus leur père. Nous ne détournons pas plus le regard de ces très nombreuses mères qui se battent pour récupérer la pension alimentaire. Alors sur cette base, qui protège exactement les familles? S'il vous plaît. Certains qui ne veulent pas prendre en compte la diversité et la douleur de certaines situations, ou nous qui formulons des propositions concrètes. Alors au-delà des postures, des impostures et des outrances, Madame la Secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire... La parole est à Madame Laurence Rossignol, Secrétaire d'État chargée de la famille. Et chacun retrouve son calme. Famille, c'est un mot qui devrait calmer les uns les autres. Madame la députée Sandrine Mastier, je vous remercie de cette question qui va nous permettre effectivement de lever des malentendus, des contre-vérités et des ambiguïtés. Cette proposition de loi qui a été préparée à l'initiative des députés socialistes et de députés écologistes
et qui a pour rapporteur Madame Chapdelaine, dont je tiens ici à saluer à la fois la qualité du travail comme élaborateur de cette proposition de loi et aussi son travail comme rapporteur depuis 48 heures dans cet hémicycle, présente pour défendre, expliquer le texte qu'elle a préparé. Cette proposition-là a 3 objectifs. Encourager le dialogue autour de l'éducation et de l'accueil des enfants. C'est la médiation. Le juge pourra demander aux parents de participer à 1 ou 2 séances pour se parler autour de l'avenir de l'enfant. Ensuite, sécuriser les relations entre l'enfant et chaque parent après une séparation. C'est le double domicile. Le moyen de dire à chaque enfant: tu es chez toi, tu es chez nous, chez chacun de tes 2 parents, dans les 2 maisons. Et c'est une excellente mesure qui ne se confond nullement avec la résidence alternée qui serait à 50-50 et qui n'est pas étendue par ce texte. Enfin, il s'agit de légitimer le beau-parent aux yeux des tiers, mais aussi symboliquement aux yeux de l'enfant. C'est le mandat d'éducation quotidienne. Car dans la vraie vie, dans les familles recomposées, il y a un beau-parent qui, tous les jours, remplit le frigidaire, fait à manger, s'occupe des devoirs et qui, des fois, s'entend dire par un adolescent: tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Eh bien, il répondra: non, certes, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère, mais ton père et ta mère, tes 2 parents, se sont mis d'accord et ont signé ensemble un papier qui me rend légitime pour m'occuper de toi au quotidien. Ça, c'est la vie des familles. Madame la députée, cette proposition de loi est utile, concrète, elle répond aux évolutions des familles et elle ne perd pas de vue ce qui est le fil conducteur de la politique de ce gouvernement, la lutte contre les violences faites aux femmes, qui à chaque article, chaque amendement est poursuivie et renforcée. La parole est à monsieur Philippe Armand-Martin. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. La question de la gouvernance d'Internet et des règles qui s'y appliquent prend une dimension très importante. En cela, les candidatures Adresse.20 et Vine révèlent les dérives et les dysfonctionnements en matière de gouvernance de l'Internet. Les sociétés candidates aux Adresse.20 et Vine proposent de vendre aux enchères nos noms d'appellation d'origine contrôlée. Ainsi, n'importe qui pourra alors acheter des noms de domaine comme www.bordeaux.20 ou www.champagne.vine, y vendre des vins n'ayant aucun lien avec les appellations concernées, voire des contrefaçons, ou de revendre ces adresses à prix d'or aux appellations. L'ICANN, société américaine en charge de la gestion des noms de domaine sur Internet, a essayé à plusieurs reprises d'aller contre la volonté des gouvernements et de la Commission européenne en tentant de déléguer sans condition ces noms de domaine. Elle vient d'accorder un délai au secteur viticole européen et aux entreprises candidates pour trouver un accord avant le 3 juin. L'issue de ces discussions est à cette heure très incertaine. Une délégation sans condition des adresses.20 et .vine avec l'appropriation par d'autres de l'image et de la renommée de nos vins soulève la question du respect du droit national et international sur Internet. Alors, je demande au ministre qui voudra bien me répondre de nous exposer les mesures adoptées pour défendre la position française sur ce dossier et ce qu'en compte faire la France si l'ICANN décide de déléguer les .20 et .vine sans garantie de protection des AOC. Votre gouvernement, par le truchement de votre ministre Montebourg, fait du Made in France une priorité. Alors que comptez-vous faire face à ce pillage numérique de notre culture, de nos traditions, de nos savoir-faire dans le domaine viticole et au-delà dans le secteur agricole et dans l'ensemble de l'économie? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Armand Martin, je vous remercie d'avoir posé cette question parce qu'elle permet de faire prendre conscience des enjeux liés à la gouvernance de l'Internet. L'affaire Snowden a eu ce même mérite. Vous savez peut-être que la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, avait vu son téléphone intercepté. Pour dépasser sa colère, elle avait décidé de réfléchir collectivement à cette question de la gouvernance de l'Internet en organisant un sommet mondial à Sao Paulo. Je me suis rendue à ce sommet pour représenter la France et le gouvernement français. Vous l'avez très bien expliqué, l'ICANN est une société de droit privé américain basée en Californie qui délègue des noms de domaine à des entreprises de droit également privé.
Sous la pression diplomatique, ce n'est que très récemment que les États-Unis ont accepté de rompre le lien organique qui les liait à cette entreprise de droit privé. Mais cela n'est pas suffisant et les négociations continuent. Alors, il s'agit ici de défendre l'intérêt des viticulteurs, vous l'avez dit, des viticulteurs français, mais pas uniquement, des viticulteurs du Chili, de l'Argentine, de l'Australie, des États-Unis qui sont de notre côté, ainsi que la totalité des pays membres de l'Union européenne et de beaucoup de pays grands émergents. Pour cela, le gouvernement agit. Avant le 3 juin, il s'agit de négocier avec les délégataires américains, aux côtés de nos producteurs. Nous recevons les professionnels très bientôt et les élus seront reçus également. Je serai à Londres le 23 juin pour participer à la réunion des gouvernements appelant à une réforme structurelle de l'ICANN pour avoir une instance véritablement internationale pour régir ces sujets. Merci. La parole est à Monsieur Michel Piron. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Madame la ministre, le Président de la République et le Premier ministre ont donc relancé dans le pays le débat sur notre organisation territoriale. Débat important, très important, sur un sujet qualifié même par certains de mère des réformes. Pourquoi ? Parce qu'il touche rien moins que la gouvernance de notre pays. Qu'on songe simplement à l'inextricable enchevêtrement territorial des pouvoirs et des compétences, services de l'État inclus, qui multiplie les instructions et les instances de décision, plombe les coûts, allonge les délais, et ce qui est finalement le plus grave, rend illisible l'action publique aux yeux de nos concitoyens. Car comment ces derniers pourraient-ils s'y retrouver là où déjà nombre d'élus ne savent plus à qui s'adresser? Nous sommes les seuls en Europe à connaître une telle situation qui interroge le fonctionnement même de notre démocratie. Nombre de rapports l'ont souligné. Aussi bien, Madame la Ministre, alors qu'un texte sur les régions, leur rôle, leurs compétences, doit venir en discussion au Sénat dans les semaines qui viennent, pourriez-vous nous indiquer, et c'est notre première question, si et comment vous comptez inscrire ce texte dans une réflexion plus globale sur le rôle de nos collectivités et établissements publics, régions, départements, intercommunalités, communes, et celui de l'État, je dis bien de l'État, tout aussi concerné par la réforme que nous attendons. Par ailleurs, vous ne pouvez ignorer, Madame la Ministre, l'inquiétude légitime exprimée par nombre d'élus sur le calendrier de cette réforme ainsi que les modes de scrutin qui en découleront. Pourriez-vous nous éclairer également sur ces points? Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Piron. Merci de la qualité de votre question, qui rejoint d'ailleurs la qualité de la tribune que vous avez publiée et sur laquelle vous faites référence à ces si nombreuses tentatives qui ont échoué entre le choix d'une centralisation retrouvée ou d'une décentralisation inachevée. Je vous rejoins totalement sur l'analyse. Nous devons, comme le Premier ministre nous y a engagé avec André Vallini, discuter de l'ensemble des compétences. D'abord, ou simultanément, avec une réorganisation territoriale de la République qui sera conduite bien sûr par le ministre de l'Intérieur, puisqu'il faudra à la fois avoir une nouvelle carte des régions et des modes de scrutin. Pour aboutir à un maximum de, je ne dis pas consensus, mais de recherche de majorité, le président de la République a choisi de recevoir l'ensemble des partis politiques représentés au Parlement. André Vallini et moi-même recevons tous les élus qui le demandent, soit en groupe, soit par groupe politique. D'autre part, vous étiez vous-même présent à une rencontre hier avec l'Association des communautés de communes de France. Vous avez développé l'importance de l'intercommunalité dans notre pays et ce qui en découle, c'est-à-dire la nécessité de parler de l'échelon départemental. Donc 2 textes, un sur les compétences, un sur la réorganisation territoriale. Une volonté affichée de concertation. D'ailleurs, c'est avec plaisir
que nous serons présents au banc pour le débat organisé par l'UDI, que vous viendrez d'ailleurs dès la veille, dont vous viendrez présenter les grands éléments la veille. Je pense, monsieur le député, que si tout le monde prend ce dossier avec le ton que vous avez adopté, nous allons trouver réponse à la demande des citoyens français. Les territoires de France ont besoin d'une réorganisation avec une belle écriture des missions de l'État. Merci. La parole est à monsieur Pierre Lequillier. Oui, monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Devant les drames humains effroyables au large des côtes européennes survenus encore la semaine dernière, nous, à l'UMP, sommes scandalisés que la France n'ait pris aucune initiative européenne, pourtant promise par François Hollande en octobre 2013. Les Français attendent de vous une réaction vigoureuse. Pas des paroles, des actes. L'immobilisme ressemble trop à une indifférence coupable. Quant à nos frontières terrestres, les citoyens européens et français ont le sentiment que nous avons une Europe passoire. Là encore, aucune impulsion de François Hollande. Nous, à l'UMP, nous exigeons une réforme politique en profondeur de Schengen, avec un commissaire européen à l'immigration, un corps de garde-frontières européen, la sanction, la suspension ou même l'exclusion de Schengen d'un État défaillant. Qu'avez-vous fait? Enfin, le citoyen ne peut pas comprendre le projet européen sans connaître les futurs contours de l'Union. Nous vous avons déjà posé cette question à plusieurs reprises dans cet hémicycle. Le gouvernement ne nous a jamais répondu, ni sur la Turquie, ni sur l'élargissement. Or, François Hollande est très flou sur l'entrée de la Turquie dans l'Union. Il a ouvert des chapitres auxquels Nicolas Sarkozy s'était toujours opposé, et ce, à un moment où Erdogan bafoue la démocratie, les droits de la femme, la liberté de la presse. Nous, à l'UMP, et 75% des Français partagent notre point de vue, sommes clairement pour un partenariat privilégié, mais opposés à l'entrée de la Turquie. Nous sommes d'ailleurs pour une pause de tout élargissement pour que l'Europe puisse être approfondie. À quelques jours des élections européennes, pouvez-vous enfin nous répondre clairement, monsieur le secrétaire d'État, car dans le programme... Merci. La parole est à monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lequillier, vous attirez notre attention sur les drames qui se sont produits en Méditerranée, en particulier au large de Lampedusa. Et effectivement, nous ne pouvons pas accepter que la Méditerranée soit un cimetière à ciel ouvert. Nous ne pouvons pas non plus accepter que les pays de la rive sud de la Méditerranée soient laissés dans l'instabilité et que des migrations qui viennent souvent de bien loin sur le continent puissent ensuite, à travers des réseaux de trafic d'êtres humains, déboucher sur ces drames. De même, et je me suis rendu en Italie récemment, les pays du sud de l'Europe demandent la solidarité de l'Union européenne. Et c'est pourquoi, effectivement, nous nous sommes mobilisés depuis plusieurs mois auprès de l'Italie, auprès de l'Espagne, auprès de Malte, pour renforcer les moyens communs, en particulier ceux de l'agence Frontex. Et comme cela a été rappelé hier par le ministre de l'Intérieur au moment de l'adoption du budget pluriannuel de l'Union européenne, nous aurions aimé, y compris qu'un certain nombre de gouvernements conservateurs en Europe, au lieu de freiner la progression de ce budget, nous permettent de renforcer les moyens de la solidarité. Nous nous battons aussi, et je crois que nous nous retrouverons sur ce point, pour que dans les politiques de voisinage de l'Union européenne, l'équilibre qui a été négocié par la France, c'est-à-dire non pas que l'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'est du continent, nous sommes tout à fait conscients de la gravité de la situation en Ukraine, mais que l'on ne délaisse pas la priorité à la stabilisation au sud et que donc l'équilibre 2 tiers, 1 tiers soit maintenu pour qu'effectivement on puisse venir en aide à la Tunisie, à la Libye, aux pays qui sont aujourd'hui en proie à cette instabilité. Bâtir une politique de migration commune, c'est une priorité pour la France, c'est une priorité que nous défendons avec notre partenaire allemand, ce sera une priorité pour nous vis-à-vis de la future Commission européenne. Merci. La parole est à madame Anne-Christine Lang. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame la secrétaire d'État, en 1987, l'Europe a créé un programme d'échange étudiants qui a acquis aujourd'hui une notoriété et un succès jusqu'ici non démentis.
Le programme Erasmus a permis à plus de 3 millions de jeunes de tous horizons de vivre une expérience unique à l'étranger et d'acquérir des compétences linguistiques, professionnelles et culturelles indispensables à leur insertion professionnelle. Forte de ce succès, mais consciente que les catégories de bénéficiaires étaient trop restreintes, l'Union européenne a lancé le programme Erasmus+, le 1er janvier 2014. Ce nouveau programme est à la fois plus efficace, plus simple et plus ouvert sur le monde. Plus simple puisqu'il rassemble sous un seul vocable tous les programmes relatifs à la mobilité. Plus efficace pour l'emploi des jeunes car il intègre désormais les jeunes en formation professionnelle et technologique et des jeunes en situation de décrochage scolaire qui pourront bénéficier d'une formation au travers de programmes de volontariat. Enfin, plus ouvert sur le monde puisqu'il permet d'associer des partenaires de pays tiers de l'Union européenne à la construction de projets de mobilité. L'objectif d'Erasmus entre 2014 et 2020 est de permettre à plus de 5 millions de personnes, dont 2 millions d'étudiants, de bénéficier d'une expérience à l'étranger. À la veille des élections européennes, ce nouveau programme prend résolument le parti de l'ouverture au monde, de l'échange et de l'innovation et encourage tous les jeunes Français à se détourner des populismes et conservateurs de tous bords qui voudraient les enfermer dans un repli national mortifère que nous continuerons à combattre sans relâche. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire quel bilan vous faites du programme d'échange ambitieux qui a été engagé par l'Union européenne? Merci. La parole est à Madame Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Christine Lang. Merci tout d'abord de votre question concernant le programme Erasmus parce que c'est sûrement la meilleure illustration de ce que doit être l'Europe. Une Europe ouverte à la jeunesse, ouverte à la mobilité, aux échanges, à la fraternité, ce qui sert à la fois les intérêts universitaires, les intérêts scientifiques, mais aussi les intérêts économiques et aussi peut-être le plus important, par les relations amicales qui sont nouées à cette période clé de la vie, ce qui sert la paix en Europe, la paix qui est tout de même l'un des principaux acquis de l'Europe. Je vous remercie donc de cette question et je ferai un premier bilan de ces actions Erasmus, permises par Erasmus de 2007 à 2013. 3 millions d'étudiants ont pu bénéficier de cette mobilité en Europe. 300 000 pour la France, qui est la seconde bénéficiaire, derrière l'Espagne, de ce formidable programme. Ça a concerné en France également 24 000 élèves, 30 000 lycéens et 40 000 enseignants et chercheurs. On voit que c'était déjà un bilan conséquent, mais il n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il ne concernait pas suffisamment les jeunes issus des milieux les plus modestes et que l'on retrouve souvent dans les filières technologiques et dans les filières professionnelles. C'est pourquoi nous avons demandé, avec mes collègues du gouvernement, soutenus par le Premier ministre et le Président de la République et la priorité jeunesse, nous avons demandé à la commissaire européenne et des ministres européens nous ont rejoints d'amplifier le programme et surtout de flécher la progression de ce programme pour les années 2014 à 2020 vers les jeunes des filières professionnelles, des filières technologiques et les apprentis. Cela a été fait. Le programme a été augmenté de 30%. Il est maintenant de 14 milliards d'euros et il va concerner 5 millions de jeunes et les 2 millions supplémentaires seront des jeunes issus de milieux plus défavorisés. C'est donc un programme qui se fonde sur les valeurs de l'Europe que nous défendons, la fraternité, la solidarité et surtout la foi dans un avenir commun pour être présent dans le monde demain. Merci. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.